Je m'appelle Élise Marchand. J'ai 37 ans. Et je veux vous parler du soir où j'étais assise sur mon canapé, encore habillée de ma journée de travail, à presque 22 heures, un verre de vin rouge aux 3/4 bu posé sur le coussin à côté de moi, et où j'ai ouvert une application sur mon téléphone que j'utilise normalement pour retrouver la tablette de ma fille entre les coussins du canapé. Et à la place, j'ai trouvé le point de localisation de mon mari, posé à 2 heures au sud-ouest de Paris, sur une route que je connaissais aussi bien que le numéro de téléphone de ma mère. Une route qui longe le bassin d'Arcachon. À l'adresse de la propriété privée de ma meilleure amie. Il m'avait dit qu'il était en déplacement pour rencontrer un conseil juridique. J'ai fixé ce petit point bleu pendant 4 secondes. Puis, j'ai fermé l'application. Puis, je l'ai rouverte. Le point n'avait pas bougé. Et je suis restée là, dans le silence d'un appartement où ma fille dormait déjà, et où mon mari était quelque part que je n'étais jamais censée connaître. Et j'ai éprouvé cette sensation particulière et terrible de comprendre quelque chose qu'on s'est appliqué à ne pas comprendre depuis très longtemps. Je vais tout vous dire. Mais avant, si vous avez déjà eu un moment comme ça, où votre ventre sait quelque chose que votre tête essaie encore de contester, je crois que vous allez ressentir chaque mot de cette histoire. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour être là pour les 4 parties et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'ai vraiment envie de le savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Périgueux, en Dordogne, deuxième d'une fratrie de 2, dans une maison qui fonctionnait à la praticité, comme certaines maisons fonctionnent à l'amour. Mon père, Bernard, était menuisier artisan. Il travaillait à son compte, des semaines entières sur des chantiers à Bergerac ou à Brive, parfois plus loin. Il était là le week-end, quand il était là. Ma mère, Monique, travaillait à mi-temps comme aide-soignante à la clinique Saint-Hilaire et rentrait gérer tout le reste, les comptes, les devoirs, les dîners, les silences qui duraient parfois des jours, avec une espèce d'efficacité douce que j'ai passé la majeure partie de mon enfance à interpréter comme de la froideur. Elle n'était pas froide, elle n'était juste jamais pas fatiguée. Il y avait de l'amour dans notre maison. Je veux être précise là-dessus. Mais il prenait la forme des repas sur la table et des problèmes réglés, pas des mots dits, ni des bras autour de vous quand quelque chose se défaisait. Ma sœur cadette, Lucie, est partie à Toulouse pour ses études et y est restée. Même si elle n'habitait qu'à 4 heures de route, d'une certaine façon, elle était partie aussi. Moi, j'étais celle qui était restée géographiquement la plus proche de tout. Je ne sais pas si c'était de la loyauté ou simplement un manque d'imagination à l'époque. Ce que j'avais compris à 12 ans, c'est ceci. Dans notre maison, on n'insistait pas. On ne demandait pas plus que ce qui était offert. On tenait les choses bien immobiles et on les gérait et on était reconnaissant pour ce qui fonctionnait. C'est la leçon qu'on a écrite silencieusement en moi et je l'ai portée hors de Périgueux et dans chaque pièce où je suis entrée après ça. J'étais la facile, celle qui ne demandait pas grand-chose, et j'ai cru, pendant très longtemps, que c'était une qualité. Je veux m'arrêter une seconde ici, parce que si vous avez déjà été la facile, celle qui s'ajuste, qui s'accommode, qui se fait plus petite pour que la pièce soit plus confortable pour tout le monde, j'ai besoin que vous sachiez que je vous vois. Et j'ai besoin que vous compreniez que être facile et être invisible ne sont pas la même chose, même quand les gens les traitent comme si elles l'étaient. Cette solitude particulière, d'être ignorée précisément parce qu'on s'est rendu si peu contraignante, est l'une des douleurs les plus silencieuses qui soient. Si ça atterrit quelque part de réel pour vous en ce moment, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant, laissez-moi continuer, parce que c'est là que ça commence à se compliquer. Je me suis payé mes études à l'université Bordeaux-Montaigne grâce à une bourse partielle et à ce que je pouvais gagner en travaillant le week-end dans une brasserie de l'allée de Tourny. J'ai eu ma licence de lettres modernes, puis un Master 2 en communication des organisations à Sciences Po Bordeaux,
obtenu avec mention, à moitié financé par un contrat d'apprentissage dans une agence bordelaise. Pas parce que quelqu'un m'avait ouvert une porte. Pas parce que quoi que ce soit avait été facile. Parce que j'étais à l'heure pour chaque chose et que je ne m'arrêtais pas avant que ce soit terminé. J'étais bonne dans mon travail dès le début. La stratégie de contenu, les récits de marque, savoir comment dire la bonne chose dans le bon ordre pour que la personne qui lit ait l'impression que c'était écrit spécialement pour elle. Il y a quelque chose de presque personnel là-dedans pour moi. Je crois que je comprends comment trouver la chose qui a besoin d'être dite, parce que j'ai passé tellement de temps autour de gens qui ne disaient jamais les choses qui avaient besoin de l'être. J'ai rencontré Thomas à un dîner professionnel à Paris quand j'avais 29 ans. Il était facile à fréquenter. C'est la première chose que j'ai remarquée. Et c'est la chose à laquelle j'ai le plus repensé dans les mois depuis que tout ceci s'est passé. Parce que je ne suis plus certaine que facile et sûr soit la même chose. Il était dans le conseil en stratégie d'entreprise, sûr de lui sans être bruyant, le genre d'homme qui se souvient des prénoms de tout le monde dans la pièce. Il avait grandi à Lyon, dans une famille bourgeoise, père chirurgien, et il avait l'argent de la façon dont certaines familles ont des meubles. Toujours là, jamais discuté. On s'est mariés quand j'avais 30 ans. Camille est née quand j'en avais 31. Et pendant quelques années, la vie qu'on avait ressemblait à la vie que je construisais silencieusement depuis longtemps. Le bon quartier dans le 11e, l'appartement avec une vraie chambre d'enfant, les dimanches qui se passaient vraiment. Je n'étais pas assez naïve pour croire que c'était parfait. Mais je croyais que c'était réel. Soline est venue avant Thomas dans ma vie. C'est la partie qui compte le plus, je crois. Je l'ai rencontrée à un événement de networking dans la communication à Bordeaux quand j'avais 26 ans et elle 23, et elle s'est approchée de moi à la table des boissons et m'a dit « J'ai déjà parlé à tout le monde d'intéressant dans cette salle et tu es la seule qui reste, donc tu dois être intéressante, ou je suis coincée. » J'ai ri avant même d'avoir décidé de le faire. C'était Soline. Elle avait cette façon de vous faire sentir que le fait d'être choisi par elle arrivait à des gens précis pour des raisons précises, et qu'elle avait trouvé votre raison avant vous. On a été proche de la façon dont les femmes qui se rencontrent au bon moment de leur vie deviennent proches, vite, profondément, un peu à l'aveugle. On se disait des choses. On s'appelait dans les mauvaises journées avant d'appeler quelqu'un d'autre. Elle le avait cette propriété sur le bassin d'Arcachon que son père avait mise dans une SCI familiale, et à partir de la fin de notre vingtaine, on y allait quelques fois par an, juste nous deux, et c'était l'endroit où je me sentais le plus comme moi-même. Du bon vin, des séries mauvaises sur sa vieille télé, la terrasse en bois le soir avec la lumière qui descend sur le bassin. Elle remplissait toujours les placards avant que j'arrive. J'avais 37 ans, et j'étais assise sur mon canapé encore habillée de ma journée, quand j'ai appris que mon mari s'y rendait sans moi depuis 7 mois. Et voilà ce que j'ai dû accueillir, ce que je n'étais pas prête à trouver quand ce point est apparu sur mon écran. Ce n'était pas le choc que j'aurais attendu. C'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Comme un mot qu'on essaie de retrouver qui apparaît soudain dans la bouche. Je savais depuis 8 mois que quelque chose n'allait pas. Je le datais silencieusement, dans l'arrière de ma tête. La distance vague, les dîners efficaces, la façon dont Thomas avait commencé à laisser son alliance sur le bord du lavabo le matin, arguant d'une nouvelle habitude de sport qu'il avait développée exactement au moment où tout avait commencé à changer. Je savais. J'avais juste été facile. J'ai fermé l'application. Je l'ai rouverte. Le point était sur cette route comme un fait que je ne pouvais pas réorganiser. Et j'ai pensé à quelque chose que mon père m'avait dit une fois, à Périgueux, debout à la porte de la maison, avant de partir pour un long chantier à Bordeaux, en me tendant un petit pingouin en peluche qu'il avait acheté dans une boutique de souvenirs à l'aéroport. Il m'avait dit « C'est à toi que je pense le plus quand je suis loin ». J'avais 11 ans. J'ai gardé ce pingouin sur le rebord de ma fenêtre pendant des années. Il est dans un carton dans le placard de la chambre d'amis maintenant, et je n'ai jamais pu expliquer à personne pourquoi je l'avais gardé, ni pourquoi je ne l'avais jamais sorti une fois que je m'étais mariée. Je crois que je comprends maintenant.
J'ai posé mon téléphone sur le coussin, face vers le bas. Je me suis assise dans le silence encore quelques minutes. Puis je l'ai repris, j'ai ouvert mes notes et j'ai commencé une liste. Je n'ai rien écrit d'accusateur ce soir-là. Je veux être claire sur ce point. La liste que j'ai commencée à 22h17 un mardi d'octobre n'était pas une liste de griefs. C'était plutôt un inventaire. Une comptabilité silencieuse et méthodique des choses que j'avais classées sous « pas encore » et « peut-être que je me trompe » et on n'en est pas là pendant presque un an. Les mercredis soirs où Thomas était vague. Un week-end d'août où Soline avait annulé notre déjeuner 3 jours à l'avance et où je n'avais même pas vraiment remarqué, j'avais juste répondu « pas de souci, une prochaine fois », comme on répond quand on fait entièrement confiance à quelqu'un. La façon dont Soline avait commencé à parler de Thomas dans nos conversations, des questions prudentes, précises, déguisées en légèreté. « Thomas, il bosse beaucoup en ce moment? Il voyage ?» La qualité particulièrement soigneuse de quelqu'un qui performe l'ignorance de quelque chose qu'elle sait déjà. J'ai tout noté. Pas parce que je construisais un dossier. Parce qu'écrire des choses, c'est ce que je fais quand la partie de moi qui gère tout a besoin de sentir qu'elle est encore aux commandes. J'ai rempli 2 pages dans mes notes. Puis j'ai posé mon téléphone sur la table de nuit et je me suis allongée à côté du côté vide du lit et j'ai fixé le plafond longtemps avant de m'endormir. Je n'ai pas appelé Thomas ce soir-là. Je n'ai pas appelé Soline. Je n'ai appelé personne. Le lendemain matin, j'ai réveillé Camille et je lui ai fait des tartines avec du miel, comme elle les aime, et je l'ai déposée à l'école. Et je l'ai regardée passer la grille avec son cartable qui est légèrement trop grand pour elle, le petit porte-clés pingouin qui se balance sur la fermeture éclair. Et puis, je me suis garée sur le trottoir devant l'école pendant 11 minutes après que la voiture devant moi était déjà partie. Juste là, avec les mains sur le volant, avant de me forcer à repartir au travail. J'ai appelé Nathalie depuis le parking de l'agence avant d'entrer. Assise dans ma voiture avec le moteur éteint, je l'ai appelée, parce que Nathalie est la personne que j'appelle quand j'ai besoin de quelqu'un qui ne va pas me gérer. Elle est directrice adjointe dans mon agence, un échelon au-dessus de moi, et on travaille ensemble depuis 4 ans avec le genre d'honnêteté qui n'existe qu'entre gens qui se sont vus gérer une vraie pression en temps réel. Elle a traversé son propre divorce à 35 ans. Elle ne romantise rien. Elle n'adoucit pas les parties qui ne méritent pas d'être adoucies. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'entendais l'open space derrière elle, ce bourdonnement particulier des conversations superposées. J'ai dit « Si je te dis quelque chose que j'ai trouvé hier soir, tu peux juste ne pas me gérer? Tu peux être honnête avec moi ?» Elle a dit « Ça dépend de ce que tu as trouvé. » Je lui ai parlé du point de localisation. Je lui ai donné l'adresse. Je lui ai dit à qui appartenait cette adresse. Elle a été silencieuse exactement 3 secondes. Je les ai comptées. Puis elle a dit « Élise, depuis combien de temps tu sais que quelque chose ne va pas ?» C'était la question. Celle qui m'a atteinte, parce que je ne me l'étais pas encore posée. J'avais fait des listes, j'avais inventorié. J'avais tout fait, sauf me poser la version la plus simple de ce qui se passait. J'ai dit « 8 mois ». Et tu n'as pas insisté ? Je n'insiste jamais. Je sais, a-t-elle dit. Et puis, plus doucement, c'est ça le problème. Je repense souvent à ces 4 mots. C'est ça le problème. Pas une accusation, pas une correction, juste la reconnaissance d'un schéma dit clairement par quelqu'un qui m'aimait assez pour ne pas l'habiller. On est resté en ligne 22 minutes. À la fin, je n'avais pas pleuré et elle ne m'avait pas dit quoi faire, ce qui est exactement la raison pour laquelle je l'avais appelée. Elle a juste dit, avant qu'on raccroche, « Quelle que soit la décision que tu prends ensuite, prends-la parce que tu sais, pas parce que tu peux le prouver encore. » Cet après-midi-là, j'ai appelé Thomas à 16h30. J'étais à mon bureau, la porte de mon open space fermée, le planning éditorial ouvert sur mon écran pour avoir quelque chose à regarder qui ne soit pas mon propre reflet dans la fenêtre sombre.
Je lui ai demandé comment s'était passée la réunion avec le conseil juridique. Il a dit que c'était bien. Des avancées sur le dossier contractuel. Ça devrait être réglé d'ici fin de mois. Sa voix était parfaitement posée, sans hâte. La voix d'un homme qui a dit le même mensonge suffisamment de fois pour que ça ne lui demande plus aucun effort. Je lui ai demandé le nom du juriste. Il a marqué une demi-pause. Je ne l'aurais pas remarqué si je n'avais pas été à l'écoute, et puis il a dit « Aubert, Pierre Aubert ». J'ai dit « D'accord, le dîner sera prêt vers 19h30 ». Après avoir raccroché, j'ai cherché Pierre Aubert, avocat Paris. Il existe. C'est un vrai avocat dans un vrai cabinet du 8e arrondissement. J'ai noté son nom dans mes notes, sous tout le reste. Puis j'ai appelé le standard du cabinet. J'ai dit à la standardiste que je souhaitais vérifier un rendez-vous pour un dossier contractuel avec Thomas Marchand et que je demandais à être transférée à l'assistante de Maître Aubert. L'assistante avait cette voix de quelqu'un qui livre ce type d'informations 10 fois par jour. Professionnelle, légèrement désolée. Elle a dit « Je suis navrée, Maître Aubert est en congé cette semaine. Il ne reprend que lundi. Voulez-vous prendre rendez-vous pour la semaine prochaine ?» Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Je veux que vous preniez un moment pour penser à ce que ça demande de construire un mensonge aussi précis. Donnez le nom d'un vrai avocat dans un vrai cabinet, quelqu'un suffisamment lié à votre monde professionnel pour que le nom tienne à une vérification superficielle, mais sans envisager que votre femme pourrait réellement appeler. Ce n'est pas de la négligence, c'est l'arrogance de quelqu'un qui n'a jamais vraiment été vérifié, qui a toujours eu toutes les raisons de croire que la personne à la maison n'allait pas insister. J'ai passé beaucoup de temps depuis lors à penser à la différence entre la confiance et l'inertie. Je faisais confiance à Thomas, vraiment. Mais je me demande maintenant dans quelle mesure ce que j'appelais confiance n'était pas simplement l'habitude apprise d'une femme qui avait grandi dans une maison où on n'insistait pas, où on tenait les choses immobiles et on appelait ça de la sérénité. Est-ce que quelqu'un a jamais utilisé votre stabilité contre vous comme ça? Votre fiabilité? Votre réputation de ne pas compliquer les choses? Transformée en une porte qu'on pouvait franchir parce qu'on savait que vous la laisseriez déverrouiller? Je pense à ça souvent. Je pense à toutes les personnes qui sont faciles précisément parce qu'on les a apprises à l'être, et à quel point cette facilité est confondue avec une permission. Si ça touche quelque chose de réel pour vous en ce moment, dites-le dans les commentaires. Dites-moi à quoi ça ressemblait dans votre vie. Je les lis tous, et je le pense vraiment. 2 jours après cet appel téléphonique, Soline m'a appelé. Pas un message, un appel. Vendredi matin, sa voix lumineuse et légère, et exactement comme elle l'a toujours été, ce qui est la partie qui me reste encore en travers de la poitrine quand j'y repense. Elle appelait pour le week-end de novembre à Arcachon. Elle le décrivait comme elle le fait toujours. La terrasse en automne, le bon vin, juste nous deux, pas de mari, pas d'enfants, un week-end entier de rien d'utile. J'étais debout dans ma cuisine, ma main posée sur le bord du plan de travail. La machine à café encore en train de tourner. J'ai dit « Juste nous deux ?» « Évidemment, a-t-elle dit, c'est un peu tout l'intérêt. » Et sa voix quand elle a dit ça, chaleureuse, familière, parfaitement sans complication, c'était la voix de ma meilleure amie depuis 11 ans. La même voix qui m'avait accompagnée pendant la maladie de mon père, mon pire trimestre au travail, le premier mois après la naissance de Camille quand je ne dormais pas et que Thomas était en déplacement et que je l'appelais à 2 heures du matin et qu'elle restait en ligne. Cette voix qui disait évidemment. J'ai dit « Ça m'a l'air parfait. Je pense beaucoup à Arcachon ces derniers temps. » J'ai raccroché et mes mains tremblaient. Pas de colère, je veux être précise là-dessus, du choc physique de tenir 2 réalités incompatibles en même temps. La Soline que je connaissais depuis 11 ans et ce que c'était que tout ça. J'ai rappelé Nathalie cet après-midi-là. Je lui ai tout dit sur l'appel. Elle a écouté jusqu'au bout. Puis elle a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?»
J'y réfléchissais depuis le parking 2 jours plus tôt. J'y pensais comme je pense à une stratégie de campagne. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Et quel est le mouvement qui change les termes de tout? J'ai dit, je vais y aller. À Arcachon. Samedi matin. Nathalie n'a pas discuté. Elle ne m'a pas dit d'attendre, de réfléchir encore, de faire attention. Elle a dit « Envoie-moi un message quand tu arrives et quand tu repars ». J'ai appelé ma mère le soir même pour lui demander si elle pouvait prendre Camille pour le week-end. Je lui ai dit que j'avais des choses à régler. Ma mère, étant Monique Faure, n'a pas demandé quelle chose. Elle a dit qu'elle viendrait chercher Camille samedi matin et la ramènerait dimanche soir. J'ai dit merci. Elle a dit bien sûr. On a raccroché au bout de 8 minutes, ce qui faisait 4 minutes de moins que notre appel du dimanche habituel, ce qui vous dit quelque chose sur ce que ça me coûte de demander de l'aide même maintenant. J'ai fait un sac ce soir-là. Pas grand-chose, un change de vêtements, mon chargeur, mon ordinateur. Je n'ai pas bien dormi. Allongée dans le noir, je pensais à la clé sous la 3e latte de la terrasse en partant de la gauche. Je pensais au week-end de novembre que Soline avait prévu et à ce qu'exactement elle avait prévu de me dire avant. Je me suis levée à 6h15 le samedi matin. Je me suis fait un café. Je n'ai pas fait de liste. Je suis montée dans ma voiture et j'ai pris la route vers le sud-ouest. La route jusqu'à Arcachon depuis Paris, c'est presque 6 heures en passant par la 10 puis la 63. J'avais mis mon téléphone en mode silence posé sur le siège passager. La radio éteinte pendant tout le trajet, ce que je ne fais presque jamais. J'ai besoin de sons d'habitude, un podcast, de la musique, quelque chose pour remplir l'espace. Mais ce matin-là, j'avais besoin de m'entendre penser. Ou peut-être de m'entendre ne pas penser. Juste la route et la lumière d'octobre qui arrivait plate et dorée sur les vignes des Landes. Les pins maritimes qui commençaient après Bordeaux. Cette odeur particulière de résine et d'iode qui annonce qu'on approche du bassin et qui m'a toujours fait quelque chose dans la poitrine. Un réflexe conditionné par 11 ans de week-ends heureux. Je suis passée devant la sortie que je prenais autrefois pour aller à Périgueux chez mes parents, quand j'étais étudiante, et que j'avais besoin de faire une lessive et de manger un vrai repas. Je suis passée devant une aire de l'autoroute entre Bordeaux et Arcachon, où Soline et moi nous étions arrêtés une fois il y a des années, et elle avait mangé une crêpe au sucre, et la moitié de la mienne aussi, et elle m'avait parlé des fiançailles rompues avec Édouard, l'homme que sa famille avait entièrement approuvé. Elle m'avait dit qu'elle avait mis fin à ça, parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle jouait un rôle, qu'elle voulait quelque chose de vrai, pas quelque chose de correct. J'ai pensé à ça pendant tout le reste du trajet. J'ai tourné sur le chemin de gravier à 9h moins le quart du matin. Je sais l'heure exacte parce que j'ai regardé mon téléphone au moment du virage. Une partie automatique de moi qui continuait à documenter, à faire la liste invisible. La voiture de Thomas était là. Une berline grise garée devant la maison, comme si elle avait sa place habituelle. Comme si elle y était venue assez de fois pour avoir une place habituelle. Je me suis garée directement derrière elle. Pas à côté. Derrière. Je me suis assise dans ma voiture pendant environ 30 secondes. Pas pour hésiter. Je veux être claire là-dessus. Je n'étais pas en train de décider si j'allais entrer. J'avais décidé ça 2 jours plus tôt dans ma cuisine, avec les mains qui tremblaient. J'étais juste en train de respirer. De me donner 30 secondes pour être une personne avant de devoir être ce qui venait ensuite. Je suis sortie de la voiture. J'ai marché jusqu'à la terrasse. Je me suis accroupie et j'ai soulevé la 3e latte en partant de la gauche et j'ai pris la clé. Elle était froide dans ma main. Petite et ordinaire et froide. J'ai ouvert la porte et je suis entrée. Soline était dans la cuisine. Pieds nus sur le carrelage, une tasse de café tenue à 2 mains, en train de lire quelque chose sur son ordinateur posé sur l'îlot central. Elle portait une robe en lin vert sauge et ses cheveux étaient relevés en chignon lâche avec des mèches qui tombaient de chaque côté de son visage, et la lumière du matin entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier, et elle avait l'air à l'aise. Elle avait l'air de quelqu'un dans sa propre maison, un samedi matin tranquille, ce qu'elle était évidemment. Elle a levé les yeux.
Et l'expression sur son visage dans cette première seconde, c'est la chose que j'ai rejouée plus que tout le reste. Parce que ce n'était pas de la culpabilité. Pas exactement. C'était quelque chose de plus complexe que de la culpabilité. C'était l'expression de quelqu'un qui attend une conversation depuis longtemps, qui en a répété de nombreuses versions et qui réalise qu'aucune de ces versions ne commençait comme ça. Je me tenais dans l'encadrement de la porte. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai dit « Depuis combien de temps ?» Pas une question, juste ces 4 mots. Elle a posé sa tasse de café sur le plan de travail. Soigneusement. De la façon dont on pose quelque chose quand on a besoin que ses mains soient libres, mais qu'on a aussi besoin d'un moment. Elle a dit 7 mois. Je m'étais préparée à un déni, à une confusion jouée, à une version des événements contre laquelle j'aurais dû argumenter. Je ne m'étais pas préparée à 7 mois dit clairement, sans ciller. Et je crois que c'est ça, cette franchise-là, qui a finalement brisé quelque chose en moi que je tenais fermé depuis mardi soir. 7 mois. Camille venait d'avoir 6 ans en mars. En mars, pendant que j'organisais un anniversaire avec un thème pingouin, parce que Camille adore les pingouins, pendant que je commandais un gâteau et que je gonflais des ballons et que je me sentais reconnaissante pour la vie que j'avais assemblée, ça durait déjà depuis 2 mois. J'ai dit, très doucement, « Et tu allais m'inviter ici en novembre. » J'allais te parler avant novembre. Quand ? Elle n'a pas répondu. Et le silence, là où la réponse aurait dû être, m'a dit tout ce qu'il y avait à savoir sur cette réponse. C'est le moment. Celui-là. C'est celui auquel je reviens quand j'essaie de comprendre ce que tout ça m'a coûté, et je crois que c'est celui qui restera le plus longtemps. Pas le point de localisation, pas l'appel au cabinet, pas même ce qui s'est passé ensuite. C'est ce silence. Le silence de ma meilleure amie depuis 11 ans qui ne pouvait pas me dire quand elle allait me dire. Parce qu'il n'y avait pas de quand. Il y avait juste le calcul permanent de ce qu'elle pouvait garder et ce qu'elle pouvait se permettre de perdre. Et j'étais quelque part dans cette équation, d'une façon dont on ne m'avait jamais demandé l'avis. Si ça vous a atteint quelque part de profond, si vous savez ce que ça fait de réaliser que quelqu'un que vous aimiez faisait des calculs avec vous, likez cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là, parce que ce qui vient ensuite est la partie pour laquelle j'ai failli ne pas trouver les mots, et j'ai besoin que vous restiez avec moi. Thomas est sorti de la chambre du fond. Il avait été sous la douche. Je le voyais à ses cheveux encore humides, au fait qu'il était encore en train de rentrer sa chemise dans son pantalon quand il a débouché dans le couloir. Et il s'est arrêté net quand il m'a vu. Il s'est juste arrêté. Et il a dit mon prénom. Juste mon prénom. Élise. Rien d'autre. Pas « qu'est-ce que tu fais là » ou « laisse-moi t'expliquer ». Juste mon prénom, avec la voix de quelqu'un qui a épuisé la phrase suivante. Je l'ai regardé un long moment. J'ai pris les cheveux encore humides et la chemise à demi rentrée et la montre Tissot à son poignet, celle qu'il s'était offerte comme cadeau personnel après une belle opération il y a 2 ans. La montre qu'il porte tous les jours, la montre qu'il portait dans notre appartement 2 soirs plus tôt quand il m'avait parlé d'un juriste qui s'appelait Pierre Aubert. Puis j'ai regardé Soline. J'ai dit « Garde le week-end de novembre, moi j'ai autre chose de prévu. » J'ai repris mes clés sur la petite table de l'entrée. Je les avais posées là sans m'en rendre compte en entrant, ce qui me frappe maintenant comme le détail le plus humain de toute cette matinée, la façon dont le corps continue à faire des choses ordinaires dans des moments extraordinaires. Et je suis ressortie par la porte. Je ne me suis pas retournée. J'aimerais dire que c'est parce que j'étais forte. La vérité, c'est que je ne me suis pas retournée parce que je savais que si je voyais leur visage, je dirais quelque chose que je n'avais pas encore décidé si je voulais dire. Et je m'étais promis en entrant que je ne ferais rien que je n'avais pas décidé. Je suis montée dans ma voiture. Je me suis dégagée de derrière la berline de Thomas. J'ai repris le chemin de gravier.
et je me suis effondrée exactement pendant la longueur de la route à 2 voies avant qu'elle rejoigne la départementale. Peut-être 1 kilomètre. J'ai pleuré comme on pleure quand on n'a pas pleuré depuis 4 jours. Laid et physique et sans dignité. Je me suis garée une fois, juste 1 minute, devant un caviste qui n'était pas encore ouvert, et je me suis assise dans ce parking et je me suis laissée faire. Puis, je suis remontée sur la route et j'ai continué à rouler. Voilà ce à quoi j'ai pensé sur le chemin du retour, entre les pleurs et le silence et la lumière d'octobre dorée et plate sur les pins. J'ai pensé à Soline, à cet événement à Bordeaux il y a 11 ans, qui s'approchait de moi à la table des boissons et qui me disait « Tu dois être intéressante » ou « Je suis coincée ». J'ai pensé à quel point j'avais aimé être choisie par elle, à quel point ce sentiment était spécifique et réel, à quel point il ne m'était jamais venu à l'esprit de me demander ce que ça lui coûtait de choisir. Si elle avait toujours été cette personne, faisant tourner des calculs silencieux derrière la chaleur, ou si c'était quelque chose qui avait grandi en elle avec le temps, nourri par quelque chose que je n'avais pas vu. Je n'ai pas de réponse propre à ça. J'y ai pensé pendant des mois et je n'en ai toujours pas. Et je crois que c'est la partie qui la rend réelle pour moi d'une façon plus difficile que la colère. La colère serait plus simple. Ce que je ressens vraiment ressemble davantage à du deuil pour une personne que j'ai peut-être en partie inventée. La Soline que je croyais connaître, assemblée à partir de 11 ans de vrais moments et de vraies conversations et de vraies gentillesses, impossible désormais à séparer entièrement de tout ça. Je suis rentrée à Paris à 11h30 du matin. L'appartement était silencieux sans Camille. J'ai traversé l'entrée et je me suis arrêtée dans le couloir un moment, à regarder notre appartement. Les manteaux sur les crochets près de la porte, les petites bottes rouges de Camille sur le tapis, le cadre encadré que Soline nous avait offert pour notre emménagement et qui était accroché au bout du couloir. J'ai décroché ce cadre. Je l'ai mis dans le placard de la chambre d'amis, à côté du carton où se trouve le petit pingouin en peluche de mon père. Puis, j'ai appelé Nathalie. Elle a décroché avant la 2e sonnerie et elle a dit « Raconte !» Et je l'ai fait. Debout dans ma cuisine, puis assise par terre dans ma cuisine parce que mes jambes avaient décidé que c'était là qu'on faisait ça, je lui ai tout raconté. Pas géré, pas catégorisé, juste tout, dans l'ordre où ça s'était passé, y compris le kilomètre de pleurs laids dans le parking du caviste fermé. Quand j'ai eu fini, Nathalie a été silencieuse un moment. Puis elle a dit « De quoi tu as besoin là maintenant ?» J'y ai pensé. Pas la réponse émotionnelle, je savais ce qu'elle était. L'autre réponse. Celle qui venait de la partie de moi qui faisait des listes depuis mardi soir, qui avait appelé le cabinet, qui avait conduit 6 heures et s'était garée directement derrière la voiture de son mari. J'ai dit « J'ai besoin de parler à quelqu'un qui connaît l'exposition juridique de Thomas. Et j'ai besoin de le faire avant lundi. » « Je connais quelqu'un, » a dit Nathalie. « Elle s'appelle Sophie Aubert. » Maître Sophie Aubert m'a rappelé à 14h17 ce même samedi après-midi. J'étais assise à ma table de cuisine avec un carnet devant moi, du vrai papier, pas les notes du téléphone, parce que certaines choses ont besoin d'être écrites à la main. Et quand mon téléphone a sonné avec un numéro parisien inconnu, j'ai décroché à la première sonnerie. Elle avait une voix calme, sans hâte. Le genre qui ne performe pas la chaleur, mais qui l'a quand même. Elle m'a demandé de lui expliquer la situation dans mes propres mots, et je l'ai fait, et elle a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai terminé, elle m'a posé 4 questions précises, sur l'appartement, sur la structure de revenus de Thomas, sur les comptes joints, sur les éventuelles preuves de la tromperie. Je lui ai parlé du point de localisation, de l'appel au cabinet, de l'assistante qui m'avait confirmé que maître Pierre Aubert était en congé. Elle a dit « Vous avez déjà fait plus que la plupart des gens qui me contactent. » On a parlé 47 minutes. À la fin, j'avais un rendez-vous mardi matin dans son cabinet du 17e arrondissement
et une liste courte de documents à rassembler pendant le week-end. Relevé de comptes, informations sur les actifs, tout ce qui portait nos deux noms. J'ai tout noté dans mon carnet avec mon écriture nette et régulière, la même que j'utilise pour annoter les briefs clients, et quand j'ai raccroché, je me suis assise à regarder la liste un long moment. C'était réel maintenant. Pas le point de localisation, pas le trajet jusqu'à Arcachon, pas même le fait de me tenir dans cet encadrement de porte. Ça. Le carnet avec le nom de Sophie Aubert en haut et une liste en dessous. Je me suis fait une tartine que je n'ai pas finie. J'ai appelé ma mère et parlé 10 minutes avec Camille. Elle m'a raconté qu'elle et mamie Monique avaient fait des crêpes et que mamie l'avait laissé mettre trop de Nutella et que c'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. J'ai ri. Un vrai, pas joué. Camille a toujours cette capacité, traverser tout ce qui se passe et trouver la partie de moi qui est encore juste sa mère. Après avoir raccroché, je me suis couchée à 20h un samedi soir et j'ai dormi 10 heures, ce que je n'avais pas fait depuis avant la naissance de Camille. Thomas est rentré le dimanche après-midi. J'ai entendu sa clé dans la serrure et j'étais dans la cuisine en train de commencer le dîner. Des pâtes, simples, quelque chose à faire avec mes mains. Et j'ai continué à remuer quand il est entré. Il a posé ses clés sur le plan de travail. Il s'est tenu dans la cuisine et il m'a regardé avec l'expression d'un homme qui a passé les dernières 24 heures à construire quelque chose qu'il espère tenir. Il a dit que c'était fini avec Soline, que ça avait été une erreur terrible, qu'il ne voulait pas me perdre, ne voulait pas perdre notre famille, ne voulait pas perdre ça. Et il a fait un geste vers la cuisine, l'appartement, la vie assemblée autour de nous. Il a dit mon prénom de la façon douce et soigneuse dont il le disait quand on venait de se marier, avant que l'efficacité remplace tout. Et je veux être honnête avec vous ici, parce que cette histoire mérite l'honnêteté plus qu'elle ne mérite un arc propre. J'ai ressenti l'attraction. Je l'ai ressenti dans ma poitrine, l'attraction gravitationnelle de 7 ans, et d'une fille, et d'un appartement, et de la version du futur que je construisais. La version où ça n'était pas arrivé. Je l'ai laissé finir. Je ne l'ai pas interrompu. Je me tenais avec la cuillère en bois à la main, et je l'ai laissé dire tout ce qu'il avait préparé. Puis j'ai dit « J'ai pris rendez-vous avec maître Sophie Aubert. Elle va t'envoyer des documents cette semaine. » Le silence qui a suivi a été le plus long silence dans lequel je me sois jamais trouvée. Plus long que le mardi soir avec le point de localisation. Plus long que le trajet retour depuis Arcachon. Thomas s'est tenu dans ma cuisine et quelque chose a traversé son visage. La blessure d'abord, puis la colère, puis ce calcul froid particulier que je reconnaissais des histoires qu'il me racontait sur les négociations difficiles. Le visage de quelqu'un qui recalibrait parce que les termes n'étaient pas ceux qu'il attendait. Il a dit qu'il fallait qu'on pense à ce que ça ferait à Camille. Il l'a dit sur un ton calibré pour activer la culpabilité plutôt que l'amour. Je veux faire cette distinction clairement parce que je crois que les femmes en particulier sont apprises à recevoir ces deux choses comme si c'était la même, et ce n'est pas la même. L'amour pour son enfant et la culpabilité manœuvrée comme un outil ne sont pas la même chose, et le fait que je pouvais faire la différence dans ce moment, debout dans ma cuisine avec une cuillère en bois et un carnet sur la table, est peut-être la chose dont je suis le plus silencieusement fière dans toute cette expérience. Je l'ai regardé. J'ai dit « Je pense à Camille. C'est pour ça que je fais ça. » Il est parti ce soir-là pour aller dans un hôtel. J'ai fini de faire les pâtes. J'en avais fait pour 2 par habitude, et je me suis retrouvée debout à la gazinière, à regarder la portion supplémentaire un moment, avant de la mettre dans un Tupperware pour le déjeuner du lendemain. Puis je me suis assise à table, et j'ai mangé seule, et c'était bien. C'était juste un dîner. L'appartement était silencieux, et j'y étais, et j'allais bien. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été dramatiques de la façon dont les gens pourraient l'imaginer. Elles étaient surtout administratives. Maître Aubert était méthodique et préparé, et me donnait le sentiment de naviguer dans un vrai processus plutôt que de m'y noyer.
Thomas a pris son propre avocat, un homme d'un cabinet du 16e arrondissement, et les deux avocats ont commencé la danse formelle particulière de la divulgation des actifs et de l'organisation de la garde. J'allais travailler tous les jours. J'allais chercher Camille à l'école. Je faisais à dîner. Je faisais les choses qui avaient besoin d'être faites. Je n'ai pas eu de nouvelles de Soline pendant 6 semaines. Quand son message est finalement arrivé, il était long, écrit avec le soin particulier de Soline, avec l'intelligence narrative de quelqu'un qui sait comment structurer une histoire pour qu'elle atterrisse comme elle le veut. Elle expliquait qu'elle n'avait pas prévu que ça se passe comme ça, que c'était Thomas qui était venu vers elle, pas l'inverse, qu'elle s'était dit que le mariage était déjà fini avant qu'elle n'en fasse partie, qu'elle avait eu l'intention de me parler, qu'elle était désolée d'une façon pour laquelle elle n'avait pas encore les mots. C'était, je dois le dire, un message vraiment bien écrit. Elle savait comment dire les choses qui seraient les plus difficiles à écarter. Il y avait des moments en le lisant où je sentais les 11 ans d'amitié réelle peser contre les mots, reconnaissables et vrais. Elle ne performait pas dans ce message, je le crois. Je l'ai lu une fois. Je l'ai sauvegardé dans un dossier dans mes mails avec la date en titre. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je la punissais, parce que je n'avais rien à dire encore qui soit vraiment à moi plutôt que réactif. Et j'avais pris une décision quelque part sur cette route de retour depuis Arcachon que j'en avais fini avec le fait de répondre aux choses avant d'avoir décidé ce que j'en pensais vraiment. J'en avais fini avec être facile d'une façon qui me coûtait. Ce qui s'est passé pour Thomas ensuite, je l'ai appris surtout par le réseau professionnel, par une collègue qui connaissait quelqu'un dans son cabinet, par les informations soigneusement sélectionnées qui circulent dans une ville comme Paris, où tout le monde est à 3 connexions de tout le monde. Le dossier contractuel qu'il était censé gérer, celui dont il prétendait qu'il rencontrait un juriste à ce sujet, a capoté. Une opération qu'il construisait depuis 18 mois s'est effondrée dans le même trimestre que tout le reste. Pas à cause de moi, pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait, mais parce que quand quelqu'un gère 2 vies simultanément, il finit par ne plus bien gérer ni l'une ni l'autre. Je n'ai pas célébré ça. Je veux être claire là-dessus aussi. Ça aurait été facile de ressentir quelque chose de tranchant et de satisfait, et je ne m'en serais pas voulu. Mais ce que j'ai vraiment ressenti, c'est juste de la fatigue. La fatigue particulière d'avoir passé des mois à proximité des conséquences de quelqu'un d'autre. Lucie a appelé en novembre. Ma sœur, qui vit à Toulouse avec son compagnon et que je vois 4 ou 5 fois par an, proche de la façon dont on peut l'être avec quelqu'un qui partage votre histoire, mais pas votre quotidien. Elle avait entendu une version des choses par notre mère. Elle a appelé et elle a dit « J'aurais dû appeler plus souvent. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait. » Pas une explication, pas une excuse, juste la reconnaissance précise d'une absence précise. Je lui ai dit que je l'appréciais. On a fait un plan pour dîner ensemble la semaine suivante et on l'a vraiment tenu, ce qui était nouveau. Ma mère a appelé un dimanche, notre fenêtre habituelle de 12 minutes, et à la 9e minute, elle a dit « Tu vas bien? Vraiment ?» Et Monique Faure qui dit « Vraiment », ce n'est pas une petite chose. C'est sa version d'un bras autour de l'épaule. J'ai dit oui, puis j'ai dit « En fait, je vais mieux que bien. Je crois que je comprends quelque chose. » Elle a dit « Bien. » Et c'était tout, et c'était suffisant. En décembre, j'ai écrit une lettre à Soline. Pas un mail, une lettre, sur du vrai papier, de mon écriture à moi. Je ne l'ai pas envoyée en réponse à son message. Je l'ai envoyée parce que j'avais finalement compris ce qui était à moi à dire. Je lui ai dit que j'avais aimé son amitié pendant 11 ans et que la majeure partie de cet amour était réelle et que je le gardais. Pas la partie récente, pas la version qui avait un secret à l'intérieur, mais la partie qui était vraiment à nous. Je lui ai dit que je n'avais aucun intérêt à performer le pardon avant d'y être vraiment arrivée. Je lui ai dit que je ne savais pas encore ce que je ressentirais pour elle dans 5 ans et que j'en avais fini avec le fait de faire des promesses sur mes propres sentiments pour mettre les autres à l'aise.
Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait la vraie chose qu'elle cherchait. Je le pensais. Nathalie l'a lu avant que je l'envoie. Elle était assise à ma table de cuisine, avec une tasse de café, et elle a lu toute la lettre. Et quand elle l'a reposée, elle m'a regardée et elle a dit « C'est exactement qui tu es ». Je pense souvent à cette phrase. Pas parce que c'était la chose la plus gentille qu'on m'ait dite, même si c'était le cas, mais à cause de ce que ça voulait dire que quelqu'un puisse la dire avec certitude. Que j'étais lisible. Qu'après tout ce qui avait été fait autour de moi et derrière moi et malgré moi, j'étais encore reconnaissablement moi-même. Encore la personne qui remarque tout et l'écrit et ne s'arrête pas avant que ce soit terminé. C'est janvier maintenant. 4 mois depuis un mardi soir et un point bleu sur une carte. Camille est à l'école. L'appartement est en cours, juridiquement, pratiquement, le travail administratif lent de diviser une vie qui a été construite ensemble. J'ai une bonne avocate et un plan solide et une fille qui veut toujours ses tartines avec du miel le matin, ce qui s'avère être le fait le plus stabilisant de ma vie quotidienne. Ce matin, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mes notes sur mon téléphone. La liste de ce premier mardi soir est encore là. 2 pages d'inventaire silencieux. L'architecture de quelque chose que j'avais su pendant 8 mois avant de me laisser le savoir vraiment. Je l'ai fait défiler jusqu'à une nouvelle note que j'ai commencée la semaine dernière. Elle est plus courte que mes autres listes. C'est une liste de choses que j'attends avec impatience. Pas de grandes choses. Un week-end que Nathalie organise pour nous en février à Lyon. Elle connaît une bonne adresse dans le vieux Lyon. Elle dit que la cuisine est sérieuse et que les prix ne le sont pas. Un projet de contenu au travail qui m'enthousiasme vraiment pour la première fois depuis un moment. Apprendre à Camille à faire des crêpes. Vraiment les faire, pas juste mettre trop de Nutella dedans. Pour qu'elle ait quelque chose de la cuisine de sa grand-mère qui vive dans ses mains. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le bureau. Je m'appelle Élise Marchand, j'ai 37 ans, et je comprends enfin que la vie que je construisais n'était pas celle que je croyais construire. C'était quelque chose de mieux, de plus silencieux, et entièrement à moi. Il fallait juste que j'arrête d'être facile assez longtemps pour la trouver. Avant que vous partiez, je veux vous poser une question. Y a-t-il jamais eu un moment où vous saviez déjà la vérité, où votre corps était déjà arrivé à la réponse, mais où vous continuiez à la classer sous « pas encore » parce qu'insister vous semblait trop demander de vous-même? Laissez-le dans les commentaires. Dites-moi ce que ça a ressemblé et ce qui vous a finalement fait arrêter de regarder ailleurs. Je lis chacun de ces commentaires et je le pense plus que je ne sais le dire. Si cette histoire a continué à résonner en vous, likez cette vidéo, abonnez-vous pour être là pour la prochaine et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que faire confiance à ce qu'on sait, ce n'est pas faire des histoires. C'est juste, enfin, se prêter la même attention qu'on a toujours prêtée à tout le monde. Merci d'être là. À la prochaine.